Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration des télévisions communautaires associées à Cogeco. Bonne émission. Au sommaire pour vous cette semaine. À Bécomo, syndicats et groupes communautaires lancent un cri d'alarme. À Vaudreuil-Dorion, on souligne le mois de l'histoire des Noirs. Sur la côte de Gaspé, une campagne d'achat local afin que tout le monde y gagne. À Saint-Raymond, la garderie des Matelots poursuit son développement avec l'aide de plusieurs partenaires de la région de Portneuf. La visitation de l'île du Pas est le berceau des Drainville, une famille mordue de politique. Dans la région de l'Îlet, une initiative pour stimuler un sentiment d'appartenance des adolescents envers le territoire. À l'île aux Coudres, on rencontre les Frappés du canot à glace, une équipe de Français qui apprivoise ce sport unique. À Sainte-Angèle-de-Mérici, on prépare la 3e édition du Ice Cross. Le club de ski de fond du Mont-Climont, à Lac-au-Saumon, sera bien représenté à la finale des Jeux du Québec. Mais pour commencer ce bulletin des régions, rendons-nous à Chandler, où Simon Thériault, de Télévague, nous rapporte que l'investissement de 2,3 millions de dollars en imagerie médicale au centre hospitalier de Chandler est non seulement une très bonne nouvelle pour les patients de la région, mais aussi pour les jeunes qui voudraient faire carrière à titre de technicien. On écoute son reportage. Un laboratoire de médecine nucléaire à la fine pointe de la technologie a été mis en place au centre hospitalier de Chandler après un investissement de 2 320 000 $. L'espace a été rénové et une des 2 caméras gamma remplacées, permettant entre autres de diminuer la durée de certains examens en imagerie médicale. Tony Couture, assistant-chef technologue au CI3S de la Gaspésie, nous explique en quoi consiste un examen en imagerie médicale pour un patient. Si on part du début, mettons un patient qui viendrait, là, la première chose, cette personne-là va aller au secrétariat de la radiologie et de la médecine nucléaire, sont un à côté de l'autre. Il y a 2 secrétaires qui accueillent les patients. Et à partir de là, le dossier va être monté. Puis nous, on va prendre le dossier et le patient, puis on va expliquer à ces gens-là comment l'examen va se passer. Okay. Comme dans le cas de tantôt, on peut parler d'une scintigraphie osseuse. Donc, ce qui est arrivé avec cette personne-là, c'est que je lui ai injecté un produit radioactif, légèrement radioactif au niveau d'une veine du bras, parce que la médecine nucléaire, c'est ça, c'est de la radioactivité qui se donne par des injections. Des fois par pilule aussi, là. Mais dans ce cas-là, c'est par une injection. Et il faut attendre 2 à 5 heures après l'injection pour être capable de faire une mise en image de la scintigraphie osseuse au niveau de tout le squelette au complet. Parce que le temps que ça prend de passer du sang vers les os, ça se fait pas un claquement de doigts, ça prend un certain temps. Un patient qui vient ici n'a pas à être nerveux, c'est vraiment bien traité. Oui, c'est juste souvent, les gens, 95% du temps, les gens sont nerveux parce qu'ils connaissent pas ça. OK. Ouais, une fois qu'ils l'ont connu, ça va tout le temps bien, comme le reste. Ouais. Quelqu'un n'a pas peur d'aller passer un tapis roulant régulier ou n'a pas peur d'aller passer un rayon X en général, parce qu'on a tous connu ça depuis... on fait du tapis roulant quand on est dans un gym, on passe des rayons X depuis qu'on est tout petit, on sait c'est quoi. Mais la médecine nucléaire, un peu moins. Juste le nom, c'est ça, c'est le nom nucléaire, ça fait peur un peu, hein? Et puis, mais c'est comme je dis aux gens souvent, c'est qu'on donne des doses tellement faibles que la radiation que le patient va avoir suite à cette injection-là va quand même être très raisonnable. C'est pour ça que les examens durent 45 minutes, parce que le temps que le patient passe en dessous de l'appareil, c'est tout le temps que ça me prend pour accumuler de l'information. Okay. Mais si vous passez un rayon X pour les poumons, ben c'est fait. Mais l'énergie du rayon X est très, très, très puissant, mais sur un laps de temps extrêmement court. Nous, c'est le contraire qu'il faut qu'on fait. Il faut vraiment que la dose soit petite pour ne pas irradier le patient, parce que la dose, il l'a dans lui.
Mais on augmente nos temps d'examen, par contre, de beaucoup. Là, on parle des fois d'une heure, 45 minutes, une demi-heure, tout dépendant de qu'est-ce qu'on regarde. Là. C'est ça, mais le patient, il est confortable. Ben oui, il y a des petits coussins, puis on est là aussi. S'il y a quelque chose, il nous le dit. Bien sûr, oui. Okay. Puis toi, dans le laboratoire, ton équipe, est-ce que tu recherches d'autres personnes? Ou... Oui. Présentement, on est à 50% des effectifs. Okay. On est seulement 2. On devrait être 4. Il y a 2 postes présentement de disponibles. Là, tout de suite. Okay, là, on pourrait, s'il y a quelqu'un qui mettrait son CV à la table, qui a des compétences, on l'engage. Même que, je vous dirais, pour les jeunes étudiants de la place, là, de la Gaspésie, qui sont au secondaire 5, qui voudraient faire un cheminement dans un milieu de la santé, faire un diplôme d'études collégiales qui est intéressant, qui est valorisant dans un département, puis venir travailler dans un département qui est flambant neuf. Ah oui. Bien, nous, ce qu'on fait, c'est qu'à l'hôpital, on est capable de donner des bourses aux étudiants. Okay, pour la 2e et la 3e année. Je n'irai pas dans les détails, là, mais on est capable d'aider beaucoup les étudiants pour les aider financièrement dans leur processus d'études, que ce soit à Montréal ou maintenant à Québec, parce qu'ils donnent des formations à Québec là, maintenant pour la technique de médecine nucléaire. Fait que, puis après ça, bien, ils ont un travail assuré en revenant. Okay. Qui les attendent. Qui arrivent en région. Qui reviennent chez eux, puis à ce moment-là, tu sais, financièrement, tu es aidé, puis tu as une job aussi de garantie. Ce qui n'était pas le cas dans mon temps. C'est intéressant. Puis si les gens veulent postuler, ils vont sur le site web du C3S. Oui, ils peuvent faire ça. Ils peuvent faire ça aussi. Tu sais. Fait que, puis ce que je dis souvent là, aux médias, c'est que si un jeune qui m'écoute présentement puis qui a le goût, qui a le goût de venir voir, parce que c'est bien beau de dire médecine nucléaire puis d'aller googler ça, là, mais venez me voir. Venez nous le dire. C'est sûr que là, je vais les acheminer aux bonnes personnes pour faire ça de la bonne manière, là, mais venez me trouver, puis on va passer du temps ensemble. On va se prévoir une plage horaire, puis je vais vous montrer de quoi que ça a l'air. C'est quoi ça, un laboratoire de médecine nucléaire? C'est quoi une caméra? Comment ça fonctionne? Les images, ça a l'air de quoi? Ça donne une bonne idée. OK, moi, j'aimerais ça faire ça, ou pas. Mais on est prêt à accueillir les jeunes, là. Bon, s'ils veulent venir. Le message est lancé. Puis c'est ça, c'est vraiment un investissement important pour la région. Puis je crois que vous avez eu quelques partenaires de Chandler aussi qui vous ont aidé au financement. Oui. Il y a eu des entrepreneurs de la place qui ont mis de l'argent là, de façon récurrente dans la fondation. Il y a bien entendu les Lions. Avec les Lions, 100 000, là, 200 000 total avec la fondation. Donc, sans les gens, sans la population, on ne pourrait pas y arriver. C'est sûr et certain. Puis, le gouvernement a ses limites au niveau financier aussi. Fait que d'avoir l'aide des gens, ben on les remercie beaucoup. Bon, ben c'est une très belle nouvelle pour la région. Fait que merci beaucoup pour ton temps. C'est très apprécié. Ça me fait plaisir. Puis, n'hésitez pas à venir faire un tour si jamais ça vous intéresse de visiter. Les syndicats et les organismes communautaires de la Côte-Nord demandent au gouvernement caquiste d'agir sur les vrais problèmes, nous rapporte Joanie Gaudreault, qui était à une conférence de presse à Bécomo pour la télévision du Littoral. Les représentants de la CSN, de la TROC-CDC de la Côte-Nord, de Action Chômage Côte-Nord et de la Table des groupes populaires de la Côte-Nord ont tenu une conférence de presse le 30 janvier à Bécomo. Ils exigent que le gouvernement caquiste abandonne ses attaques aux mouvements sociaux pour enfin agir sur les priorités de la population, de la crise du coût de la vie en passant par l'accès aux services publics. Une panoplie d'enjeux est soulevée, crise du logement, problèmes en santé et services sociaux, hausse de la pauvreté, le coût de la vie, l'exode vers les grands centres et encore plus. Les organisations ont fait front commun en mettant en place une action où la visibilité est mise sur les problématiques que vivent les citoyens de la Côte-Nord. Selon Chante Bourdage, coordonnateur de la TROC-CDC Côte-Nord, ça va mal sur la Côte-Nord depuis plusieurs années. Il y a beaucoup de pression sur les ménages et sur les organismes communautaires qui n'ont pas les ressources nécessaires pour répondre aux besoins de la population. Le choix de décorer les bancs de neige a été fait pour provoquer la discussion, en plus de miser sur la visibilité. Le but était de conscientiser les gens juste avec des mots.
Les intervenants réitèrent la même demande qu'à chacune de leurs conférences de presse, que le gouvernement soit à l'écoute. Selon Daniela Thorne de la CSN, il est impossible de continuer en ce sens puisque trop de personnes souffrent présentement dans la région. Pour Michel Savard de la Table des groupes populaires de la Côte-Nord, la situation est urgente en ce qui a trait à la pauvreté. Il mentionne que les riches sont de plus en plus riches et les pauvres sont de plus en plus pauvres. Il doit y avoir une meilleure redistribution de la richesse, selon lui. À quelques mois des prochaines élections, tous les intervenants soutiennent que le gouvernement Legault traîne un lourd bilan marqué par de nombreuses mauvaises décisions. L'austérité touche la région, soutient Chante Bourdage, qui décrit la situation pire qu'à l'époque de l'austérité des libéraux. Joanie Godreau, à Forestville. Afin de souligner le début du mois de l'Histoire des Noirs, l'Association des personnes d'origine africaine et caribéenne de Vaudreuil-Soulanges a organisé un grand rassemblement sous le thème « Au village ». Un reportage de Félix Sabourin-Gonzalez de C'est-Sûr.tv. Depuis 3 décennies, chaque année en février, partout au Canada, nous célébrons le mois de l'Histoire des Noirs qui honore l'héritage des personnes noires dans leur communauté. Le 1er février dernier, à le Petit Centre, à Vaudreuil-Dorion, l'Association des personnes d'origine africaine et caribéenne de Vaudreuil-Soulanges et de Beauharnois-Salaberry, en collaboration avec la ville de Vaudreuil-Dorion, ont marqué le début des festivités en grand lors d'une fête à saveur traditionnelle sous le thème « Au village ». Pourquoi est-ce que c'est important pour la POAC de faire la promotion du mois de l'Histoire des Noirs à chaque année? Bien, c'est 2 volets. C'est important pour que les gens de la communauté qui proviennent de l'Afrique ou des Caraïbes se sentent chez eux dans leur nouvelle communauté. Le thème cette année, c'était le village. Donc, on le fait comme dans le bon vieux temps, où ce que les gens du village se rassemblaient ensemble. Dans un village, tout le monde se connaît. Et dans un village, tout le monde est chaleureux l'un envers l'autre. Donc, quoi de plus pour commencer le mois de février en famille, ensemble, puis à la découverte aussi de tout ce qui se passe chez chacun, chacune, dans d'autres cultures aussi. Pouvez-vous m'expliquer la signification de la danse d'ouverture que vous avez faite tantôt? On a dansé une danse qui s'appelle le Ibo. Le Ibo, d'abord et avant tout, c'est le nom d'une tribu d'esclaves qui étaient rebelles, donc qui refusaient l'esclavage. Donc la danse Ibo, c'est la danse de la libération. Donc on la danse en l'honneur de nos ancêtres esclaves qui se sont libérés. Le mois de l'Histoire des Noirs a pour objectif de mettre l'accent sur la continuité et la résilience. Un moment pour réfléchir collectivement aux réalisations historiques tout en inspirant les possibilités futures. C'est une journée pour nous où on peut fêter l'histoire des Noirs, non seulement dans notre communauté de Vaudreuil, mais à travers le pays. Aux côtés de cette communauté, merci de reconnaître que l'histoire des Noirs n'est pas seulement un chapitre à part dans un manuel d'histoire, mais bien l'encre qui a servi à écrire ce livre. Il y a une montée de la droite, il y a une montée de l'intolérance, si on peut le dire comme ça. Donc, diriez-vous que c'est plus important que jamais, justement, d'avoir cette ouverture-là sur le monde, sur les autres communautés? Vous avez entièrement raison. C'est quelque chose qui nous affecte même au Canada, même au Québec. Il y a une montée de droite ici aussi. Donc, nous, en faisant des activités comme ça pour sensibiliser, ben, on espère aller chercher l'ouverture chez les gens qui sont peut-être pas exposés autant que dans les grandes villes, de voir plusieurs communautés. Mais le visage change aussi dans Vaudreuil et dans Soulanges, évidemment. C'est 2 comtés en explosion démographique, donc c'est important pour moi de connecter avec ma communauté. Ce mois est un moment important pour reconnaître, célébrer et mieux comprendre la richesse des communautés noires. Toujours été une ville considérée comme très inclusive. On a mis beaucoup de programmes pour que les communautés puissent se parler entre eux autres. Puis franchement, c'est pour nous une richesse d'avoir une culture, plusieurs cultures à Vaudreuil-Dorion, puis de pouvoir être témoin de ça. Aujourd'hui, on célèbre plus que moi. On célèbre une histoire vivante, une histoire debout, une histoire en mouvement.
À noter que tout au long du mois de février, de nombreuses activités se dérouleront dans la région afin de découvrir, célébrer et partager la richesse des cultures afro-caribéennes. C'est avec l'objectif d'augmenter les ventes, mais aussi de faire connaître les commerces locaux que la MRC de Gaspé lance, pour une deuxième année, une campagne d'achat local sous le thème « Tout le monde y gagne ». Un reportage d'Igor Nérisson pour Télé-Gaspé. Après une première édition couronnée de succès au printemps 2025, la campagne d'achat local « Je choisis ma côte de Gaspé » revient en force en 2026. Une initiative qui a permis d'injecter 75 000 $ dans l'économie locale l'an dernier. En fait, c'est une campagne dans laquelle investit la MRC et ses partenaires pour promouvoir l'achat local. Au fond, l'un des buts de la campagne, c'est de faire davantage connaître nos commerçants auprès de la population et de mousser un peu aussi les ventes, disons-le comme ça, auprès de nos commerçants locaux. On est dans une ère où le commerce en ligne a gagné énormément en popularité. On sait que l'offre commerciale globale du côté de la côte de Gaspé et de la ville de Gaspé fait partie des lacunes de notre développement économique actuellement. Les gens nous disent on n'a pas beaucoup d'offres. Par contre, il y a des offres mais qui sont très peu connues de la population. Donc, c'est ça qu'on essaie de mettre à l'avant-scène dans le cadre de la campagne d'achat local. On stimule l'achat local, mais on fait aussi connaître nos commerçants locaux auprès de la population. Dans un premier temps, les commerçants sont invités à s'inscrire. Puis, la population pourra faire de même. La campagne débute. 50 commerçants vont être dans le programme comme l'année passée. En fait, on présume qu'il y en a 50 qui vont s'inscrire. Les inscriptions se font dans la semaine du 2 février pour les commerçants. Et après ça, la campagne va débuter le 16 avril prochain. La campagne d'achat local a démontré sa pertinence et a connu un très vif succès l'an dernier, tant auprès des commerçants que de la population. On ne s'attendait pas à un aussi grand succès. En fait, dès le départ, quand on demande aux commerçants de s'inscrire, les 50 places sont prises très rapidement. Ensuite, on lançait à la population l'année passée et ça n'a même pas pris une demi-journée que tout ce qu'on avait de disponible en carte cadeau, je dirais, se sont écoulés en même pas une demi-journée. Alors qu'on s'attendait à ce que ça prenne une semaine ou deux avant que ça finisse par passer. Donc, campagne qui a fonctionné à merveille, d'où le fait qu'on revienne dans une deuxième année. Le principe de fonctionnement est relativement simple et très avantageux. Grosso modo, il y a pour 75 000 $ d'achat local qui va encore se faire cette année grâce à cette campagne-là. Pour chaque tranche de 100 $, les citoyens reçoivent 150 $. Bref, toi, mon ami Igor, tu arrives, tu prends une carte cadeau de 100 $ dans un commerce local, la MRC t'ajoute 50 $. Donc, ton 100 $ devient 150 $ d'achat local. C'est intéressant. Cette campagne d'achat local est également l'occasion de découvrir les commerçants locaux. Et on invite aussi les gens à acheter chez plus d'un commerçant, de sorte qu'ils doivent découvrir des commerçants. Puis l'année passée, d'ailleurs, 20 % des gens qui ont embarqué ont acheté dans un commerce qu'ils ne connaissaient pas. Donc, il faut croire que ça a fonctionné comme démarche. Il y a des commerces qui se sont fait connaître et des citoyens qui en ont profité. 2 dates sont à retenir. Le 2 février, les entreprises pourront s'inscrire. Pour être admissibles, elles doivent avoir leur place d'affaires sur le territoire de la MRC, être propriétaire local à plus de 50 % et accepter le paiement par carte de crédit. Le 16 avril, à 19 h, les citoyens pourront acheter leurs bons sur la plateforme Hello et profiter de la bonification de 50 %. Tous les détails sont disponibles sur le site Internet et les réseaux sociaux de la MRC de la Côte de Gaspé. Ici Igor Nérisson, journaliste IJL pour Télé-Gaspé. Quelques 600 000 $ viennent d'être investis à la garderie Les Matelots de Saint-Raymond-de-Portneuf et Papa Moussa Camara de CJSR était à l'inauguration des nouvelles installations de cette garderie qui ne cesse de grandir. La garderie Les Matelots franchit une nouvelle étape importante de son développement. Après plusieurs mois de travaux, l'établissement a officiellement inauguré son agrandissement à Saint-Raymond. Un projet évalué à près de 650 000 $. Le projet a notamment été rendu possible grâce à une aide financière de 20 000 $ du Fonds de la région de la capitale nationale.
Un appui salué par les responsables de la garderie. Merci beaucoup, M. Alain, et aussi à votre équipe de la MRC. Donc, pour le fonds, effectivement, on bénéficie d'une aide financière de 20 000 $, donc c'est vraiment très apprécié. Concrètement, les travaux ont permis l'ajout de 2 nouveaux locaux, d'un bureau administratif, ainsi que l'amélioration des espaces extérieurs et des installations sanitaires. Il y avait vraiment un besoin, sauf que ce qu'on me disait, c'est que c'est une augmentation de capacité sans travaux. Donc, je ne pouvais pas faire de travaux ou de construction. C'est pour ça que je n'ai pas été accepté pour passer de 92 à 100. Donc, là, j'ai dit, bon, mais si je veux vraiment que ça bouge à un moment donné, il va falloir que j'ai une poule pour qu'éventuellement elle puisse pondre un œuf. Donc, pour faire une image. Alors, c'est pour ça qu'on s'est dit, regarde, on fonce. Oui, c'est un risque, tu sais, mais on va faire un local qui va être tellement beau, accueillant et prêt que la journée qu'il va avoir une opportunité, on va être là pour la saisir. Donc, c'est ce qu'on a fait. Grâce à cet agrandissement, la garderie peut maintenant accueillir jusqu'à 92 enfants, avec 8 places supplémentaires déjà prêtes, en attente d'une autorisation du ministère de la Famille. Un enjeu important dans un contexte où la demande pour des places subventionnées demeure très élevée dans Portneuf. Ici, c'est attractif pour toutes ces familles des municipalités environnantes. Donc, en fait, le ministère actuellement, puis on nous disait dans une correspondance qu'on a eue très récemment avec le ministère que félicitons Guillaume d'être justement proactif et puis qu'on espère très bientôt pouvoir ouvrir un nouvel appel de projet, puis ça va lui permettre de décrocher les 8 places. Plusieurs élus et représentants de la MRC de Portneuf ont assisté à cette conférence de presse vendredi, démontrant l'importance accordée au développement des services de proximité dans la région. Puis moi, ce que je trouve en tant que préfet, c'est que en plus d'être dans la gamme de nouveaux jeunes entrepreneurs créatifs, Guillaume y offre des places en garderie pour les jeunes familles qui, eux autres aussi, demeurent notre main-d'œuvre locale. Ça nous aide à garder notre monde compétent et notre main-d'œuvre locale chez nous, tout en attirant des nouvelles entreprises et une nouvelle dynamique. Fait que le message que ça me passe, moi, ce qu'on vit ce matin, c'est que Portneuf, là, on est en santé économique. Puis cette santé-là, elle est due justement à nos jeunes entrepreneurs, aux jeunes fonceurs, aux jeunes créatifs qui auront, dans le futur, à développer notre secteur. Fait qu'il faut en être fier. Le projet a aussi bénéficié d'une contribution financière de 5 000 $ de la municipalité de Saint-Raymond. C'est particulièrement fier de voir ce qui est devenu la garderie des matelots. Vous avez commencé avec une entreprise privée. Où c'était plus risqué d'investir votre argent dans une entreprise où vous étiez à part des autres garderies où il fallait que les gens payent plus cher pour venir faire garder leurs enfants ici. Vous avez travaillé avec le député. Et moi, je vous félicite de ce que vous avez fait, de ce qu'est la garderie des matelots aujourd'hui. C'est vraiment un besoin pour Saint-Raymond. Un soutien qui témoigne de l'importance stratégique des services de garde pour l'attractivité et la vitalité économique du territoire. Au-delà des infrastructures, l'agrandissement permet également de renforcer les services offerts, notamment par l'intégration d'un soutien spécialisé pour les enfants ayant des besoins particuliers, sans frais supplémentaires pour les parents. Et un des éléments qui est vraiment précieux et intéressant, c'est qu'on peut aider des enfants avec des besoins particuliers, que ce soit comportemental, le langage, la motricité. On peut obtenir de l'aide financière pour faire un suivi auprès de ces enfants-là. Donc, d'où le pourquoi aujourd'hui on a une éducatrice spécialisée qui travaille pour la garderie. Sur le plan de l'emploi, la garderie compte maintenant une vingtaine d'employés. En attendant l'ouverture éventuelle des 8 dernières places disponibles, la garderie Les Matelots se dit prête à agir rapidement dès qu'un nouvel appel de projet
sera lancé. Pour les familles de la région, cet arrondissement représente une avancée concrète vers un meilleur accès aux services de garde. Un exemple de développement local où services aux familles, économie régionale et qualité de vie avancent main dans la main. Papa Moussa Camara, depuis Saint-Raymond, pour CJSR. Alain Bellumeur de CTRB nous présente avec humour le berceau de la famille Drainville, une famille mordue de politique, originaire de la Visitation de l'île du Pas. Berceau de la région de Lanaudière, l'île du Pas a une très longue histoire. L'île du Pas héberge environ 700 résidents. L'endroit est aussi reconnu pour la culture du foin, mais aussi la petite localité se veut une pépinière à talent. Exemple, la talentueuse patineuse artistique Joanie Rochette, médaillée olympique lors des Jeux de Vancouver, aujourd'hui docteur en médecine, y a grandi. Il y a aussi les Drainville, et plusieurs de ces Drainville de l'île du Pas touchent à la politique. Est-ce la faute à l'air frais qu'ils ont respiré jeunes sur leur île, ou sont-ils tombés dedans comme Astérix dans sa potion alors qu'ils étaient tout petits? Des exemples. Jacinthe, une retraitée active, François, lié depuis nombre d'années à la production laitière, font partie du conseil municipal. Amélie s'est présentée aux élections provinciales sous la bannière de Québec solidaire. Hélène, pour sa part, est déléguée générale du Québec à Bruxelles. Elle représente le gouvernement du Québec auprès des institutions européennes. D'autres Drainville de l'île du Pas, Angéline et Zachary, par exemple, ont travaillé pour un député bloquiste. Décédé en 2018 à 85 ans, Léon Drainville a été maire de l'île du Pas. Tradition chez les Drainville. Chaque hiver, cousins, cousines, oncles, tantes, frères, sœurs se retrouvent pour disputer leur traditionnelle joute de hockey sur le fleuve dans leur municipalité. Parle-t-on alors de politique? Oui, nous dit-on, jusqu'à ce que la discussion s'enflamme. Parmi ceux et celles qui chaussent les patins et se gèlent les pieds, il y a Bernard Drainville. Ce même Bernard Drainville qui convoite la chefferie de la CAQ et le poste de premier ministre du Québec. Comme quoi, à l'île du Pas, on voit grand. Né le 6 juin 1963 à la Visitation de l'île du Pas, Bernard Drainville a été journaliste et animateur de radio, puis politicien. En 2007, il quitte les médias et fait le saut en politique avec le Parti québécois. Il est ministre dans le gouvernement Marois. En 2016, il quitte pour redevenir animateur de radio, avant d'annoncer son retour en politique dans le cadre des élections de 2022, cette fois sous la bannière de la coalition Avenir Québec. Il est élu député de Lévis. Bernard Drainville est nommé ministre. Et lorsque le chef de la CAQ annonce son départ, Bernard Drainville saute dans la mêlée. Un premier ministre du Québec ayant grandi à l'île du Pas, qui sait? On écoute un extrait de la présentation de M. Drainville. Chers militants de la CAQ, aujourd'hui, je vous annonce que je me lance officiellement dans la course à la chefferie de notre famille politique, pour devenir le prochain chef de la coalition Avenir Québec et le prochain premier ministre du Québec. L'île du Pas se veut le berceau de la région de Lanaudière, mais aussi le berceau d'aventures humaines bien particulières qui façonnent notre histoire ici et ailleurs. Afin de stimuler le sentiment d'appartenance des jeunes à leur région, la MRC de Lillet a créé 3 espaces jeunesse Région de Lillet dans 3 écoles de la région. Explication par Mario Lacombe de CEMA TV. Les représentantes de la MRC de Lillet présentaient à la presse jeudi dernier un projet mis en branle en 2023 et maintenant concrétisé dans les écoles secondaires de la MRC de Lillet. L'espace jeunesse, Oasis et la traversée. Joséanne Dumais, directrice des opérations et du développement local régional à la MRC
de Lillet. Oui, en fait, donc la MRC de Lillet a démarré un projet qui visait l'attractivité du territoire, puis la fierté, le sentiment d'appartenance des jeunes envers leur territoire, leur région. En rencontrant les partenaires jeunesse, on s'est dit pourquoi pas amener le territoire au cœur même des écoles secondaires. Donc, c'est de là qu'est partie l'idée de faire des espaces Région Lillet dans nos écoles, des espaces aux couleurs de la région, donc avec la marque territoriale, mais aussi qui vont pouvoir être animés subtilement de différentes façons pour démontrer aux jeunes tout ce qu'il y a comme opportunité sur notre territoire et dans notre région. Madame Dumais nous élabore ici le genre d'activités qui seront suggérées et pratiquées dans les locaux Espace Jeunesse. Les jeunes ont demandé un local pour se déposer, donc on a vraiment décidé de le faire en ce sens-là. Donc il y a du mobilier qui se déplace pour qu'ils puissent vraiment choisir ce qui les rend les plus confortables, là, en fait, durant l'heure du midi. Puis il y a aussi des jeux de société, il y a des illustrations à colorier, donc il y a même une scène dans un des deux locales pour vraiment faire des jams ou des choses comme ça. Donc les élèves sont amenés vraiment à utiliser le local en fonction de leur envie, mais l'important, c'est que les adultes ne décident pas pour eux sur l'heure du midi là, ce qu'ils vont pouvoir faire dans ce local-là, que ça puisse être un lieu de détente puis de ressourcement. En terminant, l'exercice et la mise en place de ces locaux servira davantage à faire découvrir les attraits de la région à ces jeunes et les inciter à demeurer en région. À nouveau, Madame Dumais. C'est des jeunes sur l'heure du midi qui décident que ce midi-là, ils ont envie de venir profiter de l'espace. C'est des locaux déjà assez bien utilisés aussi dans les écoles, donc les jeunes continuent de se l'approprier. Ce midi, on a vu des jeunes des élèves là, venir profiter des lieux. Fait que c'est vraiment inspirant de voir que ça va être utile puis que ça va leur permettre d'être bien à l'école. On va peut-être les avoir inspirés sur ce qui se passe chez eux, les artistes qui existent sur notre territoire, qui évoluent, les emplois qui sont possibles. Donc vraiment d'animer le lieu avec des œuvres, des parcours inspirants de personnes de notre territoire pour qu'ils s'approprient cette réalité-là qui est là-bas. On a envie que leur expérience dans notre région durant l'adolescence, qui est quand même une période charnière, là, soit positive, puis qu'après, ils aient envie effectivement de revenir ici contribuer au dynamisme de nos communautés. Mario Lacombe à l'école secondaire Bon Pasteur de Lillet pour CMA TV. Information. Ce qui était d'abord une expérience unique de canot sur glace pour un groupe de sportifs français se transforme en camp annuel d'entraînement à l'île aux Coudres. Félix Chouinard de TVCO nous présente les frappés du canot à glace. Les frappés du canot, ce sont 5 Français qui, à chaque année depuis 5 ans, débarquent ici, à l'île aux Coudres, pour pratiquer un sport typiquement québécois, le canot à glace. Nous sommes allés les rencontrer. Essayez ça. Tous, on vient du milieu de l'aviron. Puis moi du kayak, de la rame. Il y a de la rame traditionnelle, il y a un peu du milieu nautique, oui, du milieu nautique gelé, non. Moi, c'est un voyage que j'ai fait en 2003 avec des amis. On est venu voir au carnaval, on a vu le canot à glace. Et puis moi, ça m'a plu. Donc je suis revenu en 2004 à rencontrer des canotiers. J'ai fait 2-3 pratiques et les préliminaires de la course de Québec. Et j'aurais dit que je viendrais avec une équipe en 2005. Il y en a 2 qui m'ont suivi, un qui est toujours là. Un autre qui est parti hier, tout à l'heure, parce qu'il s'est blessé. Puis depuis, moi je suis venu tous les ans. On se retrouve dans l'avion en fait. Donc effectivement, on a tous ce lien une fois par an pour venir faire la pratique du canot à glace. C'est se retrouver déjà entre amis et puis participer pendant 3 semaines à une activité sportive qui est un peu inconnue au début pour nous, mais maintenant qui commence à devenir rituel tous les ans. Et c'est se surpasser dans des domaines qu'on ne connaît pas spécialement. Donc là, le Saint-Laurent, les glaces, ramer au milieu des glaces, c'est des choses qu'on ne connaît pas chez nous. Donc voilà, on est heureux de participer, puis on a toujours un très bon accueil, que ce soit à l'île aux Coudres, que ce soit un petit peu partout, on est toujours très bien accueillis, donc ça nous encourage à revenir toujours.
Marc Després de la télévision de la Métis fait le point sur les préparatifs de la 3e édition du Ice Cross qui aura lieu les 20 et 21 février prochains à Saint-Angèle-de-Mérici. Eh bien, les gens doivent s'en douter. On se trouve à Saint-Angèle-de-Mérici. On a justement le début de ce qui sera le circuit du Ice Cross, une 3e édition. Alors, heureux de vous retrouver du côté de Saint-Angèle. Oh oui, tout à fait. C'était assez triste quand on a su l'an passé que ça n'avait pas eu lieu. Donc, on revient en force cette année avec une piste préparée l'été même. Donc, plusieurs courbes très intéressantes cette année. Le challenge va être une bonne coche de plus. Donc, on a rajouté quelques trous au travers, là. Donc, c'est pas juste une surface plane, là. Oui, exactement. En fait, on a une belle commandite de Canatrac cette année. Donc, on a eu des belles machines Kubota pour faire des gros trous cet été. On a eu Saint-Angèle-de-Mérici qui est venu nous porter de la belle terre aussi. Donc, on avait tout ce qu'on avait besoin pour travailler la piste durant l'été, puis en avoir moins à travailler l'hiver parce que c'est le nerf de la guerre. Il y a d'ailleurs mon collègue Steven qui est en train d'arroser en ce moment. Et à ce moment-là, bon, quels ont été les défis pour la préparation du circuit, là? Les défis... c'est sûr que, écoutez, de la terre, ça se manie quand même bien, mais on a travaillé de belles grosses heures pour travailler là-dessus. L'été, c'est un peu plus facile étant donné, bon, il y a un petit peu moins d'intempéries qu'ici. Ici, les gros défis, ça va être les grosses bordées de neige. Donc, on peut faire la piste, mais si 50 cm qui tombent par-dessus, il faut tout l'enlever. Donc, avoir une commandite pour déblayer ça, ça peut être bien aussi. Puis, c'est ce qu'on a, fait qu'on est content. Et Dame Nature est quand même de votre côté, parce que vous, les gros froids que l'on a eus, vous êtes heureux, là. Ah ouais, tout à fait. En fait, ça gèle super bien. Je vous confirme ça, là. Cette nuit, j'ai travaillé pas mal. Puis Steven, ce matin, disons que je passais une fois, puis 10 minutes plus tard, je pouvais arroser encore. Donc, ça donne super bien dans ce temps-là. On y va, puis on fait plusieurs couches. Et à ce moment-là, pour les participants, on parle de quel âge à quel âge? C'est autant hommes que femmes, là? Très bonne question. On m'a posé la question récemment. En fait, c'est à partir de 12 ans, assez surprenamment. Puis, pour les juniors, ça va jusqu'à 21 ans. Puis, pour les seniors, en fait, les gens peuvent s'inscrire à partir de 16 ans ou 17. Puis, ça prend permission des parents, évidemment, dans ces cas-ci. C'est ça. Et puis, à ce moment-là, est-ce que avoir une condition particulière, c'est être en forme, ça, c'est sûr et certain, là? Oui, c'est sûr qu'être en forme, c'est un plus. Je pense qu'il faut être assez bon patineur, puis aussi être assez acrobatique, là, dans le sens où peut-être avoir de l'expérience en rollerblade ou en ski, ou ça prend des combinaisons de skills. Il faudrait que je trouve le mot français. Là. Mais à ce moment-là, donc, technique. Oui, c'est ça. La technique idéale, là, parce que, bon, c'est sûr certain qu'avec les bosses que l'on voit, on risque de tomber, là. Exact. Oui, effectivement, il y a les bosses, d'ailleurs, sont quand même assez profondes cette année. On va chercher même jusqu'à du 8 pieds de profond pour remonter. Il faut esquiver des obstacles qui peuvent aller jusqu'à environ 5 pieds également. Donc, c'est très challengeant. Est-ce que, à ce moment-là, aujourd'hui, vous l'organisez, mais est-ce que vous êtes compétiteur habituellement dans d'autres courses? Ou... Oui, en fait, je suis compétiteur aussi cette année. Oui, OK. Oui, un n'empêche pas l'autre. Oui, exact. Mais ça fait 15 ans que je pratique ce sport. Okay. J'ai commencé à Québec en 2012. Donc, c'est ça qui m'a donné la piqûre, puis qui aujourd'hui fait que je suis en train d'en construire pour un peu continuer, en fait, pour que les gens puissent avoir la même piqûre que moi par rapport au sport. Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a plusieurs catégories ou c'est une catégorie seulement? Ou... Oui, dès cette année, en fait, on a rajouté une catégorie. On a rajouté la catégorie amateur. Ça permet aux gens de payer peut-être un petit peu moins puis d'essayer le sport. Au moins sans avoir un classement mondial. Oui, exactement. OK, donc ça veut dire que c'est une piste quand même, malgré la préparation, tout le monde pourra l'essayer, là. Oui, tout à fait. En fait, c'est sûr que ça prend... la première fois, ça prend un coaching quelconque. Puis, en fait, les gens sont tellement sympathiques ici. Tous les athlètes vont voir un nouveau arriver, puis ils vont descendre avec lui la première fois. Là, vont comme s'enlever une pratique pour aider les gens parce que c'est une communauté vraiment bien là, au niveau de s'entraider par rapport au sport. Là. Donc, c'est ça. Donc, les participants là, sont très serviables à ce moment-là. Oui, exactement. Ouais.
Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens à la maison? Bon, de venir voir, mais ceux qui veulent l'essayer, au moins tenter leur chance. Ben oui, tout à fait. C'est exactement pour ça qu'on fait l'événement. C'est vraiment pour que les gens viennent l'essayer, puis que en fait, on veut que cette course-là ait lieu pour des années à venir, à toutes les années. Donc, on veut vraiment qu'il y ait de plus en plus de gens qui viennent s'intégrer au sport. Et de réussir à faire ça quand même hors des grands circuits, ça aussi, bon, même si on est un plus petit village, on peut démontrer qu'on est capable d'organiser de tels événements. Oui, tout à fait. Puis en fait, quand on regarde la difficulté du parcours, je vous dirais que ça fait quelques années quand même qu'on n'a pas vu ce niveau-là là, de difficulté. Donc oui, tout à fait. C'est même au-delà des attentes, je pense, pour un village d'avoir un événement de cette envergure-là. Donc, si on n'a jamais vu une telle activité, parce que ça fait un arrêt l'année dernière, 20-21 février, c'est à Saint-Angèle qu'il faut venir. Là. Oui, tout à fait. Il n'y aura aucune autre place en Amérique du Nord qui aura ce calibre-là. Donc, on se souhaite le maximum de gens. Yes! Merci. Merci à toi. La région de la Matapédia sera bien représentée à la finale des Jeux du Québec qui se dérouleront du 27 février au 11 mars prochain à Blainville. Et Carl Blanchette de la télévision de la Matapédia a rencontré la jeune athlète Élisabeth Hébert qui s'entraîne avec le club de ski de fond du Mont-Climont dans l'espoir de remporter une médaille en ski de fond. C'est la finale des Jeux du Québec qui approche à grands pas du 27 février au 7 mars. Il y aura plusieurs athlètes matapédiens qui sont dans cette finale. Donc, il y aura Stella Rose Cyr et Anne Robichaud pour le patinage de vitesse, Ludovic Allard en judo, Abigail Allard en patinage artistique, Mia-Jade Caron et Élisabeth Hébert au niveau du ski de fond. Nous avons été à la rencontre d'une de ces athlètes qui est Élisabeth Hébert. Nous avons décidé de lui parler un peu de son cheminement, de l'entraînement, de qu'est-ce que ça prend pour se rendre aux Jeux du Québec. Bonjour Élisabeth, merci beaucoup de nous accueillir ici au Mont-Climont. Tu t'es qualifiée pour les Jeux du Québec cette année. J'aimerais ça savoir, premièrement, c'est quoi l'entraînement que tu fais pour pouvoir faire ces Jeux du Québec-là? En fait, je fais beaucoup d'entraînements. Par semaine, on fait au moins 4 entraînements. Le mardi, jeudi, samedi puis dimanche. Puis sinon, j'ai du gym. C'est ça. J'imagine que tu fais beaucoup d'entraînements avec l'aide de tes coachs qui t'accompagnent présentement. Oui. Voici Pascal Godet puis Claude Richard. Ça fait combien de temps que tu fais du ski de fond? Oh, ça doit faire au moins 4-5 ans. Puis, c'est quoi les conditions idéales pour toi quand tu fais du ski de fond? Comme là, présentement, il y a une petite neige dehors. Y a-tu des conditions où tu fais comme là, c'est plus difficile, là, c'est plus le fun un peu? En skate, j'aime ça quand c'est vraiment froid puis glacé, comme ça glisse bien. Puis en classique, quand il y a de la petite neige, c'est pleureuse. Pour te qualifier aux Jeux du Québec, c'était quoi, en fait, les étapes avant? Est-ce que c'est... Avez-vous des réponses, quelqu'un? En fait, c'est comme une compétition à un certain endroit. Puis je pense qu'il faut qu'il y ait 2, une classique, une skate. Puis c'est ça. Il y avait une compétition au début de l'année à Rimouski. Puis c'est ça, il y avait une compétition en classique et en skate. Puis Elisabeth a super bien performé et elle s'est qualifiée pour les Jeux du Québec. OK. Fait que ça fait quand même un petit bout qu'elle s'est qualifiée. Ben non, ça fait 3 semaines à peu près. Là, puis ça a été terminé au mois de janvier. OK. Puis, c'est quoi les autres compétitions qui s'en viennent pour cet hiver? En fin de semaine, il y a une compétition au Mont-Climont. Sinon, il va y avoir le Noram, les Jeux du Québec, une course à Saint-Antonin. Puis, je pense que c'est ça. Ben là, c'est quoi les compétitions? Est-ce que tu t'es démarqué? As-tu gagné des médailles pas mal? Ou... Oui, là, l'importe, mes compétitions, là. Ouais. L'année passée, elle a gagné pas mal de médailles. Puis, cette année, c'est ça aussi, elle a gagné des médailles. On court des fois sur le circuit du Nouveau-Brunswick aussi, puis elle arrivait première, puis elle a bien performé. Puis là, en fin de semaine, ici au Lac-aux-Saumons, probablement que Elisabeth va sortir vainqueur de la compétition. Donc, on a du gros calibre au Lac-aux-Saumons. Oui, ça fait longtemps. Là, ça fait plus que 50 ans là, que le monde font du ski ici. C'est vrai que le Mont-Climont a quand même une bonne réputation, je pense. Oui, moi, j'ai fait du ski toute ma jeunesse. J'ai commencé à 3 ans ici. Là, puis là, je redonne qu'est-ce que mes entraîneurs m'ont donné. Là. C'est moi qui est entraîneur avec Pascal.
C'est quoi tes buts à long terme, toi, Elisabeth? J'aimerais ça me rendre loin. Ouais. Encore performer. Est-ce que tu penses que les Jeux olympiques, c'est quelque chose qui est atteignable pour toi? Si je continue puis je m'entraîne fort, manque, là. Ouais. Je te souhaite beaucoup, puis je te souhaite vraiment une bonne chance aux Jeux du Québec. Merci beaucoup. C'est tout pour le bulletin des régions cette semaine. J'espère que cela vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à bientôt.